Voici de l'huile de lin bouillie moderne de votre quincaillerie locale. Voici de l'huile de lin bouillie comme le faisaient les moines médiévaux en 1125. Vous voyez une différence? La moderne contient des cicatifs métalliques toxiques comme le cobalt et le manganèse. Elle sèche en 24 heures mais uniquement en surface. La médiévale nécessitait 3 à 4 heures de véritable ébullition sur des flammes nues. Aucun produit chimique, aucune toxine, et elle a duré 800 ans. La preuve? Les peintures de la Renaissance, datant de 1434, sont encore parfaitement préservées. Les tissus vikings imperméabilisés avec de l'huile de lin bouillie de l'an 1000 existent encore sur des sites archéologiques. Les violons Stradivarius de 1700 utilisent toujours leur vernis d'origine. Et voilà le problème. Nous avons la recette exacte, écrite par un moine bénédictin nommé Théophile, le prêtre vers 1100. Température, timing, test, tout. Mais aujourd'hui, nous ajoutons du cobalt à l'huile brute en 2 minutes et nous appelons ça le progrès. Ils faisaient bouillir pendant des heures, risquant l'incendie, et leur travail a survécu aux empires. Nous prenons des raccourcis et les meubles nécessitent une rénovation tous les 20 ans. Petite question avant de commencer. Avez-vous déjà utilisé de l'huile de lin sur du bois ou des meubles? Laissez un commentaire. Je veux savoir si ça a vraiment duré ou si ça a commencé à s'écailler. Section 1. Le manuscrit du moine. En 1125, un moine bénédictin allemand écrivant sous le pseudonyme de Théophile, le prêtre a créé de diversis artibus, des arts divers. Ce n'était pas de la philosophie, c'était un manuel technique pour les artisans qui devaient créer des objets liturgiques, des peintures et des objets sacrés destinés à durer des siècles. Le premier chapitre contient la plus ancienne description complète de l'ébullition de l'huile de lin pour le vernis, et la recette est étonnamment précise. Commencez avec de l'huile de lin brute, pressée à partir de graines de lin. Versez-la dans un pot d'argile capable de résister à une chaleur extrême. Placez-le sur un feu ouvert de bois ou de tourbe. Votre objectif est d'atteindre environ 572 degrés Fahrenheit ou 300 degrés Celsius. Voilà le problème. Les feux de bois peuvent facilement dépasser 1000 degrés Fahrenheit et l'huile de lin s'enflamme à 649 degrés Fahrenheit. Soyez négligent pendant 30 secondes et votre atelier brûle. Les moines médiévaux comprenaient ce risque. C'est pourquoi ils ont développé des tests de température qui ne nécessitaient pas de thermomètre. Le test du pain. Jetez un morceau de pain dans l'huile bouillante. S'il devient doré comme si vous faisiez du pain perdu, pas assez chaud. S'il brûle complètement noir comme du charbon en quelques secondes, vous avez atteint 300 degrés Celsius. Parfait. Le test de la plume. Trempez une plume de plume d'oiseau dans l'huile. À basse température, rien ne se passe. À 300 degrés, la plume se ratatine et la structure protéique frite instantanément. C'est votre signal. Le test du charbon. Versez de l'huile sur un charbon ardent. Si ça siffle comme de l'eau sur une poêle chaude, il reste encore de l'humidité dans l'huile. Quand le sifflement s'arrête complètement, vous avez éliminé suffisamment d'eau et l'huile polymérise. Ce n'était pas des superstitions, c'était de la chimie empirique développée à travers des décennies d'essais et d'erreurs. Et ça fonctionnait avec une précision remarquable. Les tests modernes montrent que ces méthodes pouvaient détecter la température à plus ou moins 20 degrés Celsius près. Le processus d'ébullition durait 3 à 4 heures. Pendant ce temps, le volume de l'huile diminuait d'un tiers. La glycérine se séparait et flottait à la surface où les moines l'écumaient. Les protéines et le mutilage faisaient de même. Ce qui restait était une huile épaisse, couleur miel presque pure et polymérisée. Mais voici ce qui se passe au niveau moléculaire que les moines ne pouvaient pas voir. L'huile de lin contient 51 à 55% d'acide alpha-linolénique. C'est un acide gras avec 3 doubles liaisons dans sa chaîne carbonée. Sous une chaleur intense, ces liaisons se réarrangent en ce que les chimistes appellent des diènes conjuguées. Ensuite, elles subissent des réactions de Diels-Alder, créant des liaisons croisées entre les molécules d'huile. Vous prédurcissez essentiellement l'huile avant même qu'elle ne touche le bois ou la toile. Elle est déjà partiellement solide tout en restant suffisamment liquide pour être appliquée. Quand Théophile écrivait « Faites bouillir l'huile jusqu'à ce que vous puissiez dire 3 prières du Paternoster pendant qu'une goutte brûle sur des charbons ardents », il décrivait une transformation chimique spécifique. 3 prières prennent environ 90 secondes. C'est exactement le temps qu'il faut à une huile correctement polymérisée pour brûler complètement sur un charbon sans fumer excessivement. Précision médiévale déguisée en rituel religieux. Section 2. L'imperméabilisation viking. Avant que les moines n'écrivent des manuscrits, les Vikings conquéraient l'Atlantique Nord dans des navires rendus étanches avec de l'huile de lin bouillie. Les marins nordiques comprenaient quelque chose de crucial. La laine contient des huiles naturelles qui la rendent légèrement hydrofuge. Mais le lin, qu'ils utilisaient pour les voiles et les vêtements, absorbe l'eau comme une éponge. Une voile mouillée est lourde.
Un manteau mouillé par temps glacial signifie la mort. Les Vikings ont donc développé la toile cirée. Mot scandinave, oljeduk. Le processus était méthodique. Tendez un tissu de lin serré sur un cadre en bois appelé un tendeur. Chauffez l'huile de lin jusqu'à ce qu'elle atteigne cette consistance épaisse comme du miel. Brossez une fine couche sur le tissu pendant que l'huile est encore chaude. Laissez durcir à l'air libre pendant 3 à 7 jours. Chaque couche devait être fine. Les applications épaisses formeraient une peau à la surface mais resteraient liquides en dessous, finissant par se fissurer et s'écailler. Les couches fines permettaient à l'oxygène de pénétrer complètement, durcissant l'huile de part en part. Après 3 à 5 couches, le lin devenait complètement imperméable. Les preuves archéologiques des sites funéraires vikings montrent des fragments de toile cirée vieux de plus de 1000 ans qui sont encore souples et repoussent toujours l'eau lorsqu'ils sont testés. Ce n'était pas seulement pour les voiles. Les Vikings fabriquaient des manteaux huilés appelés vararfeldur, des tentes imperméables, des sacs de rangement. Ils traitaient même le cuir avec des combinaisons de cire d'abeille et d'huile de poisson. Mais le lin avec de l'huile de lin bouillie était leur principale technologie d'imperméabilisation, et elle avait des avantages que les matériaux modernes n'ont pas. La toile cirée respire. Elle libère la vapeur d'humidité de l'intérieur tout en bloquant l'eau liquide de l'extérieur. Les bâches en plastique moderne emprisonnent l'humidité, créant de la condensation. La toile cirée médiévale ne le faisait pas. Elle était également réparable. Section endommagée. Il suffit de brosser plus d'huile. La nouvelle huile fusionnerait avec l'ancienne par oxydation. Vous ne pouviez pas dire où la réparation commençait. Comparez ça au tissu imperméable moderne. Vous déchirez votre veste Gore-Tex, vous avez besoin d'un kit de réparation et la réparation ne fonctionne jamais comme l'original. Le revêtement s'use après quelques années d'exposition aux UV. Vous avez besoin d'une nouvelle veste. La toile cirée viking pouvait être entretenue indéfiniment avec juste de l'huile de lin. Section 3. Les peintures de la Renaissance. Vers 1400, quelque chose de révolutionnaire s'est produit en Europe du Nord. Les artistes ont découvert qu'ils pouvaient mélanger des pigments avec de l'huile de lin bouillie au lieu de la tempera au jaune d'œuf. Cela a changé l'art pour toujours. Jan van Eyck est souvent crédité d'avoir perfectionné la peinture à l'huile, bien qu'il ne l'ait pas inventée. Ce qu'il a fait, c'est déterminer la consistance idéale de l'huile de lin pour les techniques de glacis. Van Eyck utilisait de l'huile épaissie au soleil. Il versait de l'huile de lin brute sur de grandes plaques de verre plate en une couche très fine. Il les laissait à découvert en plein soleil. En été, après 3 à 4 jours, l'huile devenait transparente comme de l'eau et visqueuse comme du miel. Les artistes italiens appelaient ça bouillie au soleil. Même polymérisation que l'ébullition au feu, mais plus sûre et résultant en une huile plus claire avec moins de jaunissement. Voici pourquoi c'était important. La tempera à l'œuf sèche en quelques minutes, vous ne pouvez pas la mélanger. Vous ne pouvez pas créer de transition douce. La peinture à l'huile reste maniable pendant des heures, voire des jours. Vous pouvez mélanger les couleurs sur la toile, vous pouvez effacer les erreurs, vous pouvez superposer des glacis translucides qui créent une profondeur impossible avec la tempera. La technique de Van Eyck consistait à commencer par une sous-peinture à la tempera. Cela établissait les valeurs et les formes de base. Ensuite, il appliquait plusieurs glacis fins de peinture à l'huile mélangée avec de l'huile de lin épaissie au soleil. Chaque glacis était translucide. La lumière pénétrait à travers toutes les couches, frappait le fond de gesso blanc en dessous et se réfléchissait vers le haut à travers les glacis colorés. Cela crée une lueur intérieure qui fait paraître les peintures de la Renaissance presque lumineuses. Le portrait des Arnolfini de 1430 démontre cela parfaitement. Après 590 ans, les couleurs sont toujours vibrantes. La surface est toujours brillante, pas de fissures majeures, pas de jaunissement significatif, pas d'écaillage. Pourquoi ? Parce que Van Eyck suivait une règle critique, gras sur maigre. Chaque couche successive de peinture doit contenir plus d'huile que la couche en dessous. Les premiers glacis étaient dilués avec de la térébenthine. Les couches moyennes utilisaient de l'huile modérée. Les couches finales étaient riches en huile. Cela assure un séchage uniforme de bas en haut. Si vous inversez cela, en mettant de la peinture maigre sur de la peinture grasse, le fond reste mou pendant que le dessus durcit. Des fissures se forment, les artistes médiévaux et de la Renaissance comprenaient cela par l'expérience. La chimie moderne confirme qu'ils avaient raison. Une analyse récente du retable de Gand, achevé en 1432, a révélé que toutes les couches d'huile avaient fusionné en une seule structure monolithique. Ce ne sont plus des couches séparées, c'est un film unifié. C'est pourquoi il a survécu 600 ans sans se délaminer. Si vous réalisez que les artisans médiévaux comprenaient la chimie mieux que nous ne leur en donnons crédit, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton j'aime. Ça indique à YouTube de montrer ceci à plus de gens qui apprécient le vrai savoir-faire.
Section 4. Le raccourci moderne. Vers 1850, tout a changé. La révolution industrielle exigeait vitesse et volume. Faire bouillir l'huile de lin pendant 3 heures n'était pas économiquement viable pour la production de masse. Les fabricants ont donc développé un raccourci, ajouté des cicatifs métalliques à l'huile de lin brute. Aucune ébullition requise. Les cicatifs les plus courants sont les sels de cobalt, les composés de manganèse et le naphténate de plomb. Ces métaux catalysent l'oxydation. Ils font durcir l'huile plus rapidement en accélérant les réactions chimiques qui forment des liaisons croisées. Ajoutez 2% de cicatif au cobalt à l'huile de lin brute et elle sèche en 24 heures au lieu de 7 jours. Gain de temps massif. Réduction énorme des coûts. Efficacité de fabrication atteinte. Sauf que cela crée des problèmes que les moines médiévaux n'ont jamais eus. Problème 1. Durcissement en surface uniquement. Lorsque vous ajoutez des cicatifs métalliques, ils catalysent l'oxydation de l'extérieur vers l'intérieur. La surface exposée à l'air durcit rapidement, mais l'intérieur peut rester mou pendant des semaines. Cela crée une peau fragile sur un noyau liquide. Résultat, le revêtement se fissure sous la contrainte. L'huile bouillie, médiévale polymérisée uniformément dans toute sa masse. Lorsqu'elle était appliquée, elle durcissait uniformément de haut en bas, car elle était déjà partiellement réticulée. Le film était flexible, élastique et bougeait avec le bois. Problème 2. Toxicité. Le cobalt est toxique pour la vie aquatique et peut causer une irritation respiratoire chez les humains. Le manganèse est une neurotoxine avec des effets cumulatifs. Le plomb est interdit dans de nombreuses applications, mais encore utilisé dans certaines formulations industrielles. L'huile de lin brute est vendue comme huile de graines de lin dans les magasins diététiques. Les gens la consomment pour ses acides gras oméga 3. L'huile de lin bouillie médiévale était de l'huile pure avec des impuretés éliminées, complètement sûre après durcissement. Et l'huile de lin bouillie moderne nécessite des avertissements de danger, des précautions d'élimination et un équipement de protection. La fiche de données de sécurité la répertorie comme nocive en cas d'ingestion, irritante pour la peau et les yeux, et potentiellement nocive pour les environnements aquatiques. Nous avons échangé une huile comestible contre un produit toxique. Pour la vitesse. Problème 3. Effondrement de la durabilité. Voici les données qui comptent vraiment. Peinture de la Renaissance avec de l'huile de lin correctement bouillie, 600 ans est toujours là. Vernis Stradivarius de 1700, 300 ans, toujours intact. Toile cirée viking, 1000 ans sur des sites archéologiques. Huile de lin bouillie moderne sur meubles d'extérieur commence à se dégrader après 5 à 10 ans. Sur parquet, nécessite une rénovation tous les 20 à 30 ans. Le revêtement jaunit considérablement, devient fragile et s'écaille. Nous sommes passés d'une durabilité de 800 ans à une durabilité de 50 ans, et nous appelons ça le progrès parce que c'est moins cher à fabriquer. Section 5. La chimie qu'ils ne connaissaient pas. Les moines médiévaux ne comprenaient pas la chimie moléculaire. Ils ne pouvaient pas voir les chaînes d'acides gras ou les réactions d'oxydation, mais ils comprenaient les résultats. Voici ce qui se passait réellement lorsqu'ils faisaient bouillir l'huile de lin. L'huile de lin contient 3 principaux types d'acides gras. L'acide linolénique à 52%, l'acide linoléique à 16%, l'acide oléique à 19%. Plus de petites quantités de graisse saturée. Cet acide linolénique est la clé. C'est un acide gras triinsaturé, ce qui signifie 3 doubles liaisons dans la chaîne carbonée. Ces doubles liaisons rendent la molécule hautement réactive avec l'oxygène. À 300 degrés Celsius, 2 choses se produisent simultanément. Premièrement, les molécules de glycérine se séparent des chaînes d'acides gras. L'huile de lin pure est un triglycéride, 3 acides gras attachés à une structure de glycérine. La chaleur brise ces liaisons. La glycérine flotte vers le haut. Les moines l'écument. Deuxièmement, la chaleur réarrange ces doubles liaisons dans les chaînes d'acides gras. Elles passent de positions isolées à des positions conjuguées, juste à côté l'une de l'autre. Cela les rend chimiquement prêtes pour la réticulation. Lorsque cette huile polymérisée entre en contact avec l'oxygène dans l'air, elle subit des réactions de Diels-Alder. Les molécules forment des ponts entre les chaînes, créant un réseau tridimensionnel. Le liquide devient solide sans rien évaporer. C'est une transformation chimique, pas un séchage au sens traditionnel. L'huile épaisse moderne est fabriquée de la même manière. Chauffez l'huile de lin à environ 260 degrés Celsius dans un environnement sans oxygène. Vous obtenez la même polymérisation sans oxydation. L'huile devient cristalline et extrêmement visqueuse. Mais voici la différence critique. Les moines médiévaux faisaient bouillir à l'air libre. Leur huile était à la fois polymérisée et partiellement oxydée pendant le processus d'ébullition. L'huile épaisse moderne est polymérisée mais pas oxydée. Elle doit encore s'oxyder complètement après l'application.
C'est pourquoi l'huile bouillie médiévale durcissait plus rapidement et plus durement que les alternatives modernes. Elle avait une longueur d'avance sur la polymérisation et l'oxydation. Section 6. Les violons Stradivarius. Antonio Stradivari a vécu de 1644 à 1737 à Crémone, en Italie. Il a fabriqué plus de 1000 instruments à cordes au cours de sa vie. Environ 650 survivent aujourd'hui, et ils valent des millions d'euros chacun. Pourquoi? La qualité sonore est inégalée, mais aussi parce que le vernis est toujours parfait après 300 ans. L'analyse du vernis Stradivarius montre qu'il est fait d'huile de lin bouillie mélangée avec des résines d'arbre. La formule la plus courante était 2 parts d'huile de lin pour 1 part de résine, généralement du sandarac ou de la colophane de Pins. Le processus impliquait de chauffer l'huile et la résine ensemble jusqu'à ce qu'elles se dissolvent complètement l'une dans l'autre. Température autour de 170 à 250 degrés Celsius. Temps de cuisson 60 à 100 minutes. Le résultat était un mélange épais et brillant qui pouvait être appliqué en couche fine. Ce vernis avait des propriétés spécifiques qui protégeaient le bois sans amortir la résonance du violon. Il était suffisamment flexible pour bouger avec le bois lorsque l'humidité changeait. Il était suffisamment dur pour résister aux rayures de l'archet. Et il était suffisamment fin pour ne pas ajouter de masse significative qui amortirait les vibrations. Le vernis moderne pour violon ne peut pas reproduire cela. Les instruments contemporains utilisent des vernis synthétiques à base d'uréthane ou de polyuréthane. Ils sont plus durs et plus résistants aux rayures, mais ils sont aussi plus rigides. De nombreux musiciens affirment qu'ils amortissent la résonance naturelle de l'instrument. Les luthiers qui utilisent des vernis traditionnels huile-résine rapportent que leurs instruments développent un ton plus riche en vieillissant. Le vernis continue de durcir pendant des décennies, devenant progressivement plus transparent et permettant à la résonance naturelle du bois de se développer pleinement. Il y a une raison pour laquelle les violons Stradivarius dominent encore les salles de concert. Et ce n'est pas seulement le choix du bois ou le savoir-faire, c'est aussi le vernis qui fait encore son travail 3 siècles plus tard. Si cela vous montre à quel point nous avons perdu en poursuivant l'efficacité plutôt que la qualité, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Je couvre les techniques médiévales oubliées qui fonctionnaient réellement mieux que les remplacements modernes. Merci de soutenir la chaîne. Section 7. Pourquoi nous avons choisi le raccourci? Alors pourquoi avons-nous abandonné une solution vieille de 800 ans pour un raccourci de 50 ans? L'économie et la vitesse. Faire bouillir correctement l'huile de lin nécessite 3 à 4 heures de chauffage supervisé. Vous avez besoin de travailleurs qualifiés surveillant constamment la température. Vous avez besoin de combustible. Vous avez besoin d'une ventilation appropriée. Et vous travaillez avec un matériau qui peut s'enflammer spontanément s'il est mal manipulé. Les chiffons imbibés d'huile de lin sont un risque d'incendie sérieux. Le processus d'oxydation est exothermique, ce qui signifie qu'il génère de la chaleur. Si des chiffons huileux sont empilés ensemble, cette chaleur s'accumule. Une fois qu'elle atteint le point d'auto-inflammation de l'huile, il s'enflamme sans aucune étincelle externe. En 1991, One Meridian Plaza à Philadelphie a été gravement endommagé dans un incendie qui a tué 3 pompiers. L'enquête a déterminé que la cause était des chiffons imbibés d'huile de lin qui se sont enflammés spontanément. Les ateliers médiévaux comprenaient ce danger. Ils suspendaient les chiffons huileux individuellement sur des cordes pour les sécher, ne les regroupaient jamais. Les réglementations de sécurité modernes exigent la même chose, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, du point de vue d'un fabricant en 1850, faire bouillir l'huile était cher, dangereux et lent. Ajouter du cicatif au cobalt prenait 2 minutes, ne nécessitait aucune surveillance, éliminait le risque d'incendie et ne coûtait presque rien. Le fait que le produit ne dure que 50 ans au lieu de 800, c'est un problème pour le client 5 décennies plus tard, pas pour le fabricant aujourd'hui. Nous avons optimisé pour les profits trimestriels, pas pour la qualité générationnelle. Et les consommateurs l'ont accepté parce que la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence jusqu'à des années après l'achat. C'est le même schéma dans presque toutes les industries. Nous avons les connaissances pour construire des choses qui durent. Nous choisissons de ne pas le faire parce que l'obsolescence programmée est plus rentable. Les moines médiévaux passaient 4 heures à faire bouillir l'huile pour créer un vernis qui durait 800 ans. Nous ajoutons des sels métalliques en 2 minutes et nous nous demandons pourquoi rien ne survit à une génération. Le processus pour faire bouillir l'huile de lin à la manière médiévale n'est pas compliqué, c'est juste lent et nécessite de l'attention. Chauffez l'huile à 300 degrés Celsius. Maintenez la température pendant 3 à 4 heures en utilisant le test du pain, le test de la plume ou le test du charbon pour surveiller la chaleur. Écumez la glycérine et les impuretés au fur et à mesure qu'elles se séparent. Laissez refroidir jusqu'à une consistance de miel. Appliquez en couche fine. Permettez à chaque couche de durcir complètement avant d'ajouter la suivante. Aucun produit chimique, aucune toxine,
aucun raccourci. Le résultat? De la toile cirée viking qui a survécu 1000 ans, des peintures de la Renaissance encore lumineuses après 600 ans, un vernis Stradivarius protégeant des violons pendant 300 ans. Les fabricants modernes ont abandonné cela parce que ça coûtait trop cher et prenait trop de temps. Ils nous ont donné des alternatives rapides, bon marché et toxiques qui nécessitent un remplacement toutes les quelques décennies. Et nous l'avons acheté parce que nous avons cessé d'attendre que les choses nous survivent. La connaissance est toujours là, dans les manuscrits de 1125. Elle est toujours utilisée par les artisans qui valorisent la qualité plutôt que la vitesse. Elle fonctionne toujours exactement aussi bien qu'il y a 800 ans. Les moines médiévaux faisaient bouillir l'huile pendant des heures, risquant la combustion, pour créer quelque chose qui a survécu aux empires. Nous ajoutons du cobalt en quelques minutes et nous refaisons les meubles tous les 20 ans. Voici ma question. Si vous pouviez acheter de l'huile de lin correctement bouillie, à la manière médiévale, même si elle coûtait 3 fois plus cher et prenait une semaine à durcir, l'utiliseriez-vous en sachant qu'elle durerait toute votre vie? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je veux vraiment savoir si les gens valorisent encore la durabilité plutôt que la commodité. Et si vous avez appris quelque chose sur la façon dont les méthodes médiévales battent les raccourcis modernes, partagez ceci avec quelqu'un qui travaille avec le bois ou la restauration. Ils doivent voir ça. Merci d'avoir regardé.